C'est le journal de Rémi Danginou. Je suis Rémi Danginou. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette session d'information. Le principe est simple. Une appréciation que nous faisons de l'actualité internationale et nationale à travers les cartons. Un dossier du jour sur lequel nous ouvrons un regard et une perspective sur des sujets qui nous tiennent et qui vous tiennent à cœur. Et ensuite, bien sûr, un débat pour partager des points de vue différents, contradictoires, mais tous parfois dans le seul objectif et la seule vision de faire grandir le débat participatif et démocratique dans notre pays. Alors, voilà le menu, mais commençons donc par les cartons, notamment le carton vert de ce jour. Le carton vert d'aujourd'hui, je veux le donner à ce que j'appelle notre insurrection populaire des 30 et 31 octobre. Vous allez me dire encore. Et pourtant, c'est vrai. Hier, à 24h00, c'est-à-dire donc le 31 juillet, les partis politiques ont déposé leur liste. Ils sont 98 partis politiques, groupements de partis, et même indépendants. Il paraît qu'il y en a plus ou moins 15 listes qui participeront donc, si la CENI valide, à ces élections législatives. Alors pourquoi ce carton vert à notre insurrection? Parce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui va se passer. C'est le renouvellement politique que cela va amener dans notre pays. Pendant 27 ans, nous avons vu quasiment les mêmes personnes s'installer au poste de député, au poste de ministre, au poste de fonction majeure de notre pays. Et aujourd'hui, lorsque vous regardez les listes qui sont en présence, certes, il y a quelques anciens, il y a quelques dinosaures. Partout, on peut citer le cas, bien sûr, de Salif Diallo, tête de liste nationale pour le MPP, mais à côté, il y a des neufs, il y a du neuf, il y a des nouveaux, il y a des jeunes et il y a des femmes. Quand vous prenez un parti comme l'UPC, 58% de la liste est composée de femmes. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui est en train de se passer dans notre pays et c'est cela qui est important. Quand vous regardez les autres partis et même le CDP, vous avez des personnes qui apparaissent que l'on ne connaissait pas. Grands anonymes peut-être, mais surtout renouvellement d'une classe politique qui en a forcément besoin. Il y a bien sûr des risques à courir. C'est qu'un certain nombre d'électeurs ne se retrouvent pas dans ces nouvelles têtes, dans ces nouveaux visages. Mais le plus important, à notre humble avis, c'est que désormais, une page est tournée. Il n'y aura pas de conflit générationnel, il y aura juste quelque chose qui est en marche pour que notre pays puisse se construire quelque chose de nouveau. Moi, je suis vraiment content de cette situation. Et je pense que tous les partis, quels qu'ils soient, ont intérêt bien sûr à respecter la règle. Parce qu'il y a deux règles essentielles. La première, c'est que ces listes-là, elles doivent être conformes à la loi. Tous les éléments décrits par la loi doivent être incorporés et donc faire partie. Mais la seconde, et ça c'est important, et ça là on attend la CENI, c'est que la loi, le code électoral, que certains appellent la loi shérif, dit en substance, au niveau de l'article 154 dernier alinéa, que toutes les listes doivent comprendre au moins une personne du genre féminin ou masculin. Bon, les masculins, il n'y a pas de problème, ils sont là. Ça veut dire que sur toutes les listes, aussi bien au niveau des principaux que ce qui est appelé suppléant, c'est ça qui constitue la liste, il faut au moins une femme. Quand on ajoute cela à la loi sur le quota qui impose au moins 30 femmes au niveau des listes, on peut se dire quelque chose est en marche. Et je regarde, il y a des jeunes, il y a des nouveaux visages, Mosé Abdoulaye du MPP, mais bien d'autres qui vont apparaître et qui vont certainement participer à donner une nouvelle dynamique à notre scène politique et aux engagements politiques. Et il est évident qu'avec ces jeunes-là, on ne fera pas la politique de la même façon que ces personnes qui dépendaient d'une personnalité forte, Blaise Compaoré, qui devaient tout leur parcours politique à Blaise Compaoré et qui n'étaient redevables qu'à Blaise Compaoré. Ces jeunes-là, ils seront redevables aux 73% des populations de Burkina Faso qui n'a pas 25 ans et qui espèrent en cette jeunesse-là pour changer la chose. On dira l'insurrection, elle a fait partie Blaise. C'est vrai, mais elle n'a pas fait que faire partie Blaise. Elle a également donné une nouvelle impulsion, un nouveau départ à notre scène politique, à notre jeu politique. Et pour cela, carton vert à tous ceux qui ont participé les 30 et 31 à cette insurrection. Le deuxième carton, il est jaune. C'est donc l'actualité de cette semaine, c'est les dépôts des candidatures. Et j'ai envie de donner un carton jaune à quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect, le professeur Laurent Badot. Le professeur Laurent Badot, le 20 décembre 2014, a sorti un ouvrage qu'il a appelé donc l'aide politique numéro 4, qui était un peu son testament. Il disait un certain nombre de vérités, et puis on s'est dit, après qu'il ait pris sa retraite au niveau de la fonction publique, après qu'il ait été candidat aux élections, après qu'il ait été présidentiel bien sûr, mais également qu'il ait été député,
Le professeur Bado allait simplement accompagner le parent, ce parti de jeunes avec des idées nouvelles, vers un changement. Que nenni, on apprend donc que le président, professeur Laurent Bado, ancien candidat au présidentiel, ancien député, retraité de son État, qui a dit qu'il se retirait de la scène politique, va être candidat pour ce qui est de la Ouagadougou aux législatives. J'ai envie de dire, s'il vous plaît, professeur, il y a un âge pour toute chose et surtout, en politique, pour quelqu'un comme vous, il y a le respect de la parole qui a été donné. Vous avez dit que vous vous retirez. Il n'est pas de trop de savoir s'en tenir à ces propos-là. Ce que nous avons reproché à un certain nombre de politiques, ne le tombez pas dedans parce que nous, beaucoup de ceux qui vous ont vu à l'université, qui vous ont écouté, qui ont été touchés par la vérité de votre propos, qui sont aujourd'hui encore des fanatiques de la franchise, parfois de la verdeur de votre propos, ne peuvent pas comprendre que vous ne puissiez pas, en étant à la retraite, accompagner ce parti qu'est le parent vers un autre avenir. Que vous avez forcément besoin d'être député. On aurait envie de dire, il y a goûté et il ne veut pas partir. Ce qui est dommage, parce qu'on espérait quand même qu'avec le professeur Bado, une chose avait changé. Il est dommage, et j'ai envie de dire, carton jaune à ce professeur qui est entré en politique et qui est en train de prendre tous les défauts des politiciens, y compris celui de ne pas respecter la parole. Parce que vous retrouverez dans énormément de propos de Laurent Bado le fait qu'il avait décidé de s'arrêter pour cette fois-ci. Et c'est peut-être, et ce serait dommage, la course de trop. Parce qu'un homme a beau être compétent, un homme a beau savoir ce qu'il fait, il a une limite qu'il ne doit pas dépasser. Comme dit Peters, toute chose arrive à un moment donné, toute personne arrive à un moment donné à son seuil d'incompétence. Espérons vraiment que les élections 2015 ne seront pas le seuil de l'incompétence de l'honorable professeur Laurent Bado. Le carton rouge maintenant. On reste dans la même actualité avec un carton rouge très particulier. Vous savez, il y a des candidats au présidentiel qui sont candidats aux législatives. Vous me direz, comment cela? Et pourtant, ça existe. Oh, je ne dirai pas leur nom, parce que le CSC pourrait me dire que je participe à une campagne politique déguisée pour porter atteinte au crédit d'un certain nombre de personnes. Mais je dis simplement, lorsqu'on décide d'être président du Faso, lorsqu'on décide d'être candidat à la présidence du Faso, on espère gagner. On ne participe pas simplement à un jeu. Dans ce cadre-là, on fait des alliances et on fait comme mon ami Zérès, on se retire à temps. Lorsque vous avez quelqu'un qui est candidat au présidentiel, qui est affiché et qui, bien sûr, de l'autre côté, est tête de liste aux législatives de son parti, on se demande qu'est-ce qui le fait compétir? Qu'est-ce qui le fait courir? Est-ce forcément une représentation au niveau national ou est-ce qu'il a véritablement un dessein, une ambition pour notre pays? Il y a un certain nombre de personnes que je peux citer, à savoir notamment le président du MPP, Roch-Marc Christian Kaboré, qui va être président aux élections présidentielles, mais qui n'est pas sur la liste de son parti. Il y a le cas de Zéphirin Diabré, qui est président candidat aux élections présidentielles, mais qui n'est pas sur son parti. Les autres, je tairai leur nom. J'ai un vrai problème avec cela. Parce qu'un parti, ce n'est pas seulement de la responsabilité pour avoir des royalties qui tombent de l'engagement politique. Un parti aussi, c'est une conviction. C'est des hommes qui acceptent de sacrifier leur vie pour que leur idéal, leur vision qu'ils ont du développement puisse être portée. Lorsque vous avez un homme politique qui veut être président, il doit être capable d'assumer le fait qu'il va à un échec ou à un succès et qu'il va se repositionner. Mais s'il veut coûte que coûte être dans la sphère de décision en étant également député, je me dis, mais après tout, il est peut-être sûr d'être battu. Alors pourquoi il nous fatigue avec sa candidature? Pourquoi il nous complique la vie pour qu'on ait des bulletins qui nous coûtent encore plus cher? Qu'il retire sa candidature simplement. Me direz, je suis utopique parce que les hommes politiques ont une autre façon de voir. Mais cette utopie-là, elle doit permettre d'assainir notre classe politique. Il est inadmissible, et je le prends pour moi, qu'un certain nombre de candidats au présidentiel soient également tête de liste sur leur parti. Et ce n'est pas n'importe quel parti. Ce sont des partis qui ont pignon sur rue, des partis qui comptent dans notre pays. Pourquoi on ne peut pas, une fois pour toutes, être candidat au présidentiel et accepter d'être battu, mais rester leader de son parti politique? Est-ce à dire qu'on n'a pas suffisamment de crédit dans son parti? Est-ce à dire que si on n'est pas élu, on perdra de fait son parti? Autant de questions qu'il faut savoir remettre en cause. Quand on fait cette attitude qui consiste à être forcément candidat, on bâtit des partis autour de personnalités et non d'idéal. Et cela, c'est dangereux. Carton rouge donc à tous ces politiques qui veulent être présidents, mais qui ne veulent pas de même coup avoir le risque d'être battus et veulent être aussi députés. Il y a quelque chose d'assez paradoxal dans ce pays-là où on ne donne pas la dimension qu'il faut à ce poste de président-là. Carton rouge à ces personnes-là. Allons maintenant au dossier de ce jour.
avec une question très sensible pour notre pays, le domaine minier. Un dossier très particulier, c'est celui des mines. Et un élément sur lequel tous, en tout cas qui avons fait l'école primaire au Burkina, le secondaire au Burkina, avons compris cela très tôt. Il paraît que le Burkina est un pays qui est riche en manganèse. On nous a parlé de Tambao, une forte teneur en manganèse qui serait voulue et ambitionnée par énormément de miniers à travers le monde. Et puis, on n'a jamais vu se faire exploiter. Et puis, il y a eu toute une série d'actions sur ce domaine Tambao. Au final, le Burkina est dans une situation où 3 compagnies minières, 2 lui ont fait un procès et un 3e risque de lui faire un procès sur cette question-là. Qu'est-ce qui se passe exactement pour que ce secteur minier-là soit aussi délicat que cela? Qu'est-ce qui se passe pour que Tambao, qui doit être un vecteur de développement de toute cette partie du Burkina, cette partie nord du Burkina, devienne un gouffre pour nos IUTS et notre argent? Le Burkina a déjà été condamné et il a payé. Le Burkina est en procès et il va payer. Et le Burkina risque d'être en procès parce qu'un certain nombre d'éléments ont été posés qui aujourd'hui mettent en difficulté une entreprise de la place. Pour commencer ce sujet, je vous demande de suivre ce reportage, cet élément signé par Joël Zoundi, et on en parle juste après. General Nice Resources Gener a signé avec l'État burkinabé 2 protocoles d'entente pour l'exploitation du gisement de manganèse de Tambao. L'un, en octobre 2010, signé de la part du gouvernement du Burkina par le ministre Abdoulaye Abdoul Kader Cissé, et l'autre en mars 2011, signé par le ministre Salifou Kaboré. À l'issue de la signature, General Nice Resources se met rapidement à l'ouvrage. C'est un devoir pour eux, c'est un devoir pour nos ancêtres, c'est un devoir pour ceux-mêmes qui ont créé le Burkina, que nous puissions travailler pour faire en sorte que Tambao soit vraiment une réalité. Elle multiplie aussi les concertations avec les autorités. On vous souhaite la bienvenue dans le locaux du ministère de l'Économie et des Finances. Mais déjà, il voulait vraiment vous remercier pour l'accueil. Fort de ces concertations, Gener s'est engagé à bitumer à ses frères la route Dori Tambao via Gorom Gorom et Marcoy, à construire le chemin de fer Ouaga Tambao via Kaya, à construire des logements pour les familles à déplacer et à implanter les équipements de l'usine et de la mine. L'État burkinabé s'engage à délivrer tous les titres miniers et autorisations nécessaires aux activités d'exploitation du gisement dès la validation des études de faisabilité technique et financière et environnementale. La loi prévoit qu'il faut prendre en compte l'avis de la population dans le cadre de l'exécution du projet. Nous sommes objectifs. Nous ne pouvons pas tout faire. Même l'État ne peut pas tout faire. Mais nous allons être sincères avec eux. Nous leur dirons ce que nous pouvons faire. Après avoir engagé 35 milliards de francs CFA dans ces études et fait valider certaines études par des structures du gouvernement, Gener entame le processus de négociation de déplacement des populations. Je pense que la première des choses, quand on dit exploitation de la mine de manganèse de Tambao, c'est d'abord d'applaudir, comme ils nous ont dit. Nous, on ne peut qu'applaudir de voir le train siffler 3 fois à Tambao. Nous ne sommes pas venus pour vous obliger à dire oui ou non. Nous sommes venus pour avoir vos avis. Et on tirera les conclusions de vos avis pour transmettre au gouvernement. Mais voilà que le gouvernement va une fois de plus lancer un appel d'offres le 11 janvier 2012 pour l'exploitation de Tambao sans en informer Gener. Alors que dans le protocole d'accord, il est clairement indiqué que pendant la validité de l'accord, l'État burkinabé ne donnera des titres miniers dans la zone à aucun autre opérateur minier que Gener pour la recherche ou l'exploitation du manganèse. Un vrai problème, cette façon de procéder. En gros, vous avez compris l'histoire. Une société indo-chinoise arrive au Burkina et décide donc d'exploiter le manganèse avec l'accord de notre pays. Un protocole est signé sur une période 2011-2013 qui lui demande donc de faire un certain nombre d'études et de voir ces études-là validées donc par notre administration, condition à laquelle lui sera délivré des permis d'exploitation miniers. Et puis, avant la fin de la date, donc 2013,
Le Burkina décide de changer la donne. Le Burkina donc entre un nouveau processus en jeu. Il a donc déjà une attitude assez particulière qui est liée à cette situation. Mais on peut discuter, parce que d'aucuns diront, dans le domaine minier, c'est courant. Vous perdrez 30 milliards, vous en gagnerez 250, vous ferez la compensation. C'est pas mauvais si on va au procès. En réalité, ce qui se passe, c'est également le crédit de notre pays au niveau international. Le domaine minier est un domaine de requins. Personne n'est blanc, personne n'est noir. Et toutes ces personnes-là ont besoin d'exploiter ce manganèse-là parce qu'à cet instant-là, ça devient intéressant et rentable à travers le monde. Mais au-delà de ces questions-là, comment se fait-il qu'un État n'arrive pas à respecter les engagements qu'il prend? Je reviens donc à mon histoire. 2011-2013, on leur donne donc le droit de faire des études en leur disant, si vous avez vos études environnementales, tous les autres sont validés, vous aurez le permis d'exploitation. 2012, on lance un appel. Ils se plaignent. On dit participez et on reconnaît entre autres que vous avez un certain nombre d'avantages parce que vous avez fait un certain nombre d'investissements. On vous garantit un certain nombre d'éléments, notamment le remboursement d'à peu près 15 milliards de francs que vous aurez mis dans ces études-là. 2013, on donne l'exploitation à Timis, Pan-African Mining Mineral. Timis, pour beaucoup de personnes, c'est un peu... C'est difficile à dire, mais il n'est pas peut-être l'opérateur minier le plus recommandé dans la sous-région et à travers le monde. Ses coûts sont souvent assez osés, assez délicats, mais bon, si on l'a choisi, c'est peut-être parce qu'il nous apportait quelque chose en plus. Aujourd'hui, nous avons une situation assez particulière. Nous avons déjà eu un procès, déjà avec une première société sur le manganèse. Nous avons un second avec General Nice Resources. La situation là-bas, c'est qu'on va payer à peu près 30 à 35 milliards. Si tout se passe bien, il sera plutôt 15 milliards. Mais au final, ces personnes-là disent, non, nous voulons négocier, nous voulons trouver une sortie. Je dis, certainement, elles ont un avantage. Qu'est-ce que les populations gagnent ou perdent dans cette situation? Suivant ce deuxième élément, il nous parle cette fois-ci de la situation difficile que connaît aujourd'hui la société de Timis, qui avait déjà commencé à exploiter le manganèse du Burkina et le vendre sur le marché. Suivant cet élément signé par Joël Zoudi. Jeudi 30 juillet 2015, 10 heures, les bâtiments de la société minière de Tambao, Pan-African, sont pris d'assaut par des manifestants. Sifflets, microphones, pancartes, tous les sports étaient bons à utiliser pour faire passer son message. Ces visiteurs d'un jour sont les fournisseurs de la société venus réclamer le paiement de leurs factures dont le cumul s'élève à 30 milliards de francs CFA. Nous n'avons reçu un franc de la société panafricaine. Pourtant, le travail a été fait depuis longtemps. Alors, nous avons nos créanciers, c'est-à-dire les structures financières qui ont accepté de nous accompagner dans ce projet, qui nous poursuivent devant des juridictions. Nous avons nos employés qui nous poursuivent chaque jour. On était obligé de faire des réductions du personnel. Les motifs des manifestants connus, le directeur général de Pan-African dit comprendre leur désarroi et expliquait que la suspension des activités de la société par l'État burkinabé serait la principale raison du non-respect de ses engagements. Beaucoup d'activités ont été entreprises avec vous et pour la première fois dans les annales du secteur minier, le Burkina Faso a pu s'inscrire sur le marché international comme un grand producteur de manganèse avec qui il fallait désormais compter. Mais hélas, depuis janvier, de suspension en suspension, nous avons dû arrêter nos activités. Et convenez avec moi que cette situation nous peine et nous dépasse, car ce que notre société, Pan-African Tambao et ses fournisseurs, c'est-à-dire vous, vivent ces derniers mois est tout simplement difficile. Difficile à comprendre, difficile à qualifier, difficile à supporter, difficile à vivre tout simplement. Des arguments battus en brèche par les fournisseurs. C'est un faux problème. Le faux problème, c'est quoi? Au fait, moi, je pense qu'à peine 2 mois comme cela, on a établi une réunion avec Pan-Africain qui nous a présenté leur compte qui vaut plus de 300 milliards. Le gouvernement burkinabé a suspendu la licence d'exploitation du manganèse de Tambao que détenait la compagnie minière Pan-African Mineral de l'homme d'affaires Frank Timis. Selon le gouvernement, cette suspension a pour but d'examiner les conditions d'octroi du permis. En rappel, le jugement du manganèse de Tambao a été découvert en 1969 sous une colline. Il est l'un des plus importants dans le monde. Leurs récentes recherches ont permis de se rendre compte que la teneur avait été sous-estimée. Elle serait plutôt de 100 millions de tonnes au lieu de 20 millions de tonnes, comme il était dit au départ.
Depuis cette révélation, entre 2007 et 2012, le gouvernement burkinabé, à travers les ministres des Mines Abdoul Kader Cissé et Salou Kaboré, a signé 3 contrats différents avec 3 sociétés différentes pour l'exploitation du manganèse de Tambao: Wadil El Rwanda Industrial Investment, General Nice Resources et Pan African Mineral. La réalisation du projet Tambao permettra un développement dans la région qui, selon GNR, a le potentiel de créer plus de 100 000 emplois directs et indirects. On dirait qu'un État est délinquant, c'est pas vrai. Mais le nôtre, il s'est comporté de façon assez particulière. Sur cette question de Tambao, 3 sociétés ont été impliquées. Et quoi que l'on dise, sur les 3, on risque d'avoir des procès. Le premier a été perdu, le second est en passe de l'être, et le troisième risque de commencer. Parce que, effectivement, le permis d'exploitation de Timis a été suspendu, pour voir un peu clair dans les éléments. En attendant, l'État s'est engagé. Et si on aboutit à des situations de fait où notre État doit payer à ces personnes également de l'argent, il y a quelque chose d'extraordinaire. L'État est certes une continuité. Et un certain nombre de ministres qui ont posé des actes, Kader Cissé, Salif Diallo, Jean-Léonard Compaoré, Bebamba, Marie-Noël Bebamba, je me suis trompé sur les noms, mais c'est plutôt Marie-Noël Bebamba, ces personnes ont posé un certain nombre d'actes. Et il est important que dans le déroulé de ces actes-là, il y a ce que l'État leur permet de faire. Ils ne seront pas poursuivis pour cela. Mais si effectivement il s'avère que les changements qui ont été apportés pour des raisons purement pécuniaires, qu'un certain nombre de personnes ont donné un certain nombre de quantités d'argent pour faciliter la chose, il est évident qu'en ce moment-là, ces ministres-là seront redevables de la situation. Nous ne pouvons pas, en tant que contribuables, payer 15 milliards à Al-Wadi, payer ensuite 35 milliards à GNR et payer encore une somme, je ne sais pas laquelle, au troisième groupe, à savoir notamment Pan African Mineral, le groupe de Timis. Il y a donc quelque chose à voir à ce sujet-là, un domaine extrêmement important. Et un rappel, depuis le départ, la presse, que ce soit les journaux d'investigation ou les différents autres quotidiens, ont attiré l'attention de cette situation relativement délicate qui allait mettre notre État dans une situation difficile.